BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir est quelqu'un qu'on présente souvent comme l'homme le plus puissant de l'agriculture française. Bonsoir Thierry Blandinière. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, surtout que vous rentrez d'Australie. On verra ensuite pourquoi, parce que vous avez procédé à une très grosse acquisition dans le Malte. Vous êtes directeur général d'Invivo. Alors Invivo, c'est un animal un peu hybride, puisque c'est l'union des coopératives. Il y a 200 coopératives, mais au total, vous faites un peu plus de 12 milliards de chiffre d'affaires. 14 500 salariés, donc c'est énorme. Et surtout, c'est qu'on vous retrouve partout. Vous êtes dans l'agriculture avec Biolagne, vous êtes avec Soufflet Agriculture, donc vous êtes dans les céréales, négoce international, vous êtes dans l'agroalimentaire, vous êtes dans Teract, et vous avez failli être dans Casino, puisque vous aviez fait une proposition, on s'en souvient ici, on en a beaucoup parlé encore tout à l'heure, avec Xavier Niel notamment. Lorsque vous voyez le jugement ce soir, lorsque vous voyez la manière dont tout s'est déroulé depuis que vous avez retiré votre offre, vaincu un peu par Daniel Kretinsky, j'ai envie de dire, et Marc Ladré de la Charrière, est-ce que vous dites ce soir finalement, heureusement qu'on n'y a pas été ? Je dirais du point de vue Invivo, oui, puisqu'on avait d'autres priorités d'investissement, notamment dans le Malte. On avait 1 milliard d'euros à investir, donc il fallait choisir. Le Malte était pour nous prioritaire. Ensuite, l'état de Casino, je l'avais dit le 15 juin, quand on avait arrêté, était pour nous difficile. On voyait vraiment que les résultats se dégradaient rapidement. Et finalement, ça a été la réalité qui est arrivée. Donc du coup, tout s'est accéléré. Tant mieux si l'offre retenue a pris en main donc maintenant Casino, parce qu'il était important pour les salariés de relancer l'activité. Et je pense mais maintenant, tous les hypermarchés ont été vendus, il ne reste plus grand-chose, si ? Alors oui, mais pour les salariés, les hypermarchés, ils vont continuer, soit c'est Intermarché, soit chez Auchan. C'est sûr que le groupe Casino, maintenant, est beaucoup plus petit, plus réduit, mais bon, du point de vue des salariés, c'est quand même une bonne nouvelle que l'opération aille très vite. Oui, mais en termes de business, parce que vous êtes un businessman, Thierry Blandinière, donc est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ça a un sens ? Le groupe Casino ? Ça a un sens dès l'instant où il reste allié dans un groupe plus large. Je rappelle qu'il reste allié dans les achats avec Intermarché et Auchan. Donc en fait, c'est important pour eux de rester partenaires de grandes enseignes pour être dans une centrale d'achat commune. Sinon... Il reste, tous les hyper ont été vendus, sauf 26, peut-être les plus difficiles à vendre. Est-ce que ça vous intéresse ? Les plus difficiles à vendre. On aime bien les challenges chez Invivo, mais peut-être pas ceux-là. Non. Donc on verra les options possibles. Nous, on reste toujours ouverts aux opportunités, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. D'accord. On parle du salon de l'agriculture, évidemment. Je crois que comme vous rentrez d'Australie, vous n'y allez que demain. C'est le salon de l'agriculture. En fait, c'est devenu une arène politique. Est-ce que vous regrettez, là, on est devant un grand gâchis pour la grande fête de la ferme agricole française ? Effectivement, j'ai découvert ça en rentrant. C'est un peu triste, je pense, comme cirque quelque part médiatique et politique. Je crois que le Premier ministre a repris ces termes-là. Donc voilà, tout ça c'est un peu triste parce que finalement, beaucoup de discussions avaient été réalisées par les principaux syndicats en amont et on aurait pu travailler d'une manière plus apaisée ces négociations et faire une ouverture plutôt normalisée plutôt que de rentrer dans un grand débat qui a agité beaucoup de monde et qui a énervé beaucoup de monde. Est-ce que vous mettez la responsabilité quand même, je sais que c'est toujours difficile, surtout en France, mais sur le président de la République, sur Emmanuel Macron, qui a voulu ce grand débat avec l'histoire du soulèvement de la terre. Mais bref, est-ce qu'il fallait faire un grand débat ? Est-ce que c'était le lieu ? Non. Je pense que c'était pas le lieu. Donc je comprends l'initiative de vouloir fédérer toute la France et recréer une unité derrière un projet de transition agricole. Pour autant, je pense qu'il fallait séquencer les choses, il fallait déjà régler les questions avec les principaux syndicats et notamment les avancées, les points précis qui avaient été avancés, les 70 points, je crois, de la FNSEA, et de discuter avec les syndicats qui sont aujourd'hui très structurants dans le monde agricole. Est-ce que la récupération politique du Rassemblement national, est-ce qu'elle vous gêne, est-ce qu'elle vous perturbe ou elle vous paraît assez logique lorsque vous voyez ce qui remonte du terrain ? Disons qu'il faut comprendre aussi la colère de certains agriculteurs. Donc je pense qu'il faut que le chef de l'État en a conscience, le Premier ministre en a conscience, qui se mobilise et qui répondent aux attentes des agriculteurs le plus rapidement possible. C'est la meilleure des réponses pour continuer une démocratie, on va dire, normalisée en France. Thierry Blandinière, on va essayer de voir avec vous comment on peut s'en sortir, parce que beaucoup disent, craignent, redoutent, peut-être vous aussi, que ça reparte ensuite, parce qu'en plus le président Macron a fixé un nouveau calendrier il y a encore 3 semaines de plus. Vous craignez que ça reparte après le salon de l'agriculture, juste comme ça ?
En fait, il faut aller très vite. Donc, si les décisions sont prises, il y a des décisions qu'on va prendre très rapidement, c'est-à-dire d'arrêter la surtransposition des normes immédiatement. C'est de la responsabilité du président de la République, du Premier ministre et du ministère de l'Agriculture. Ils peuvent prendre ces décisions très rapidement. Ensuite, ils peuvent regarder ce qui se passe au niveau européen sur les dérogations qui ont été accordées à des pays qui créent une concurrence déloyale. Donc, est-ce qu'on peut remettre à plat toutes les dérogations et ne s'aligner sur, quelque part, le moins de 10 ans pour baisser les coûts et être beaucoup plus compétitif? Sur le moins de 10 ans. Intéressant quand même. Ouais. C'est ce qu'il faut. Il faut absolument baisser les coûts, il faut être compétitif et il faut arrêter de rajouter des normes aux normes. Alors la solution qui semble la solution un peu miracle, c'est le prix plancher. Est-ce que pour vous, le prix plancher, c'est une bonne idée? C'est une fausse bonne idée? On va rappeler que ça existait dans la PAC de 1992, ça s'appelait les prix garantis. Ouais. Après, certains disent, du coup, voilà, on a été... il y a eu des tonnes de beurre, on ne savait pas quoi en faire, qui emplissaient les frigidaires de l'Union européenne. Vous, le prix plancher, est-ce que c'est une solution? Vous êtes partout, vous êtes de tous les côtés, vous. Pour moi, le prix plancher sera difficile à appliquer. Alors après, chaque filière, effectivement, agricole prendra ses responsabilités. S'agissant de la filière céréalière, je crois que ce ne serait pas d'actualité parce que nous sommes sur un marché mondialisé. Non, je rappelle qu'une tonne sur deux produite en France est exportée, donc c'est un non-sujet pour nous. Donc il faut que nous, on s'organise différemment dans la filière céréalière. On ne peut pas rentrer dans ces négociations de prix plancher. Ok, mais sur des plus petites exploitations agricoles, est-ce que ça vous paraît possible d'avoir des prix planchers pour certains déjà et pas pour d'autres? C'est un marché protégé, donc ça sera peut-être au niveau régional, des circuits courts, il peut y avoir des exceptions culturelles françaises, on peut le dire, mais ça restera marginal pour moi, parce qu'on est sur un marché ouvert, parce que ça n'a pas de sens, parce que s'il y a un prix plancher, à un moment donné, il sera trop cher ou pas assez cher, et donc ça aura des conséquences sur les importations. Donc, du coup, si on est plus compétitif, finalement, parce qu'on a des prix planchers, les importations continueront à augmenter effectivement en France et en Europe. Et donc ça va perturber encore plus l'agriculture française. Donc il ne faut pas faire rêver les gens avec un prix plancher qui pour moi n'est pas la bonne solution. D'accord, donc les grands accords internationaux, parce que vous, enfin, je disais que vous êtes partout. Vous rentrez d'Australie, vous êtes un grand céréalier, vous êtes une multinationale. Et en même temps, vous êtes à la tête, vous êtes une union de coopératives. Qui est faite d'agriculteurs. C'est là où je dis que c'est presque contradictoire par rapport à tous les débats qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ces grands accords, est-ce qu'il faut le Mercosur, est-ce qu'il faut le signer ou pas? Alors il faut le renégocier, il faudra trouver un accord, puisqu'il faut qu'on soit dans l'international, dans la mondialisation. Alors c'est vrai que la mondialisation heureuse, c'est fini, que pour autant l'économie mondialisée existe. Il faut savoir peut-être négocier différemment, créer des rapports de force. Organisons-nous en Europe pour créer des rapports de force, pour mieux négocier ces accords internationaux et ne pas les subir. Donc je pense que l'union fait la force, on est d'accord. Donc à partir de là, il faut être ensemble avec les Allemands, se réunir avec une vraie politique agricole compétitive qui est en capacité d'exporter, de prendre des parts de marché et de rivaliser avec les grands opérateurs. Ok, mais on voit bien que c'est pas le modèle dont veulent les agriculteurs français en ce moment. C'est pas celui-là. Alors moi je pense qu'il faut. Vous avez plusieurs agriculteurs, plusieurs types d'agriculture. Ceux qu'on entend, ceux qui ont l'air les plus touchés, qui ont été sur les barricades, qui ont été sur leurs tracteurs, qui sont montés à Paris. Je comprends aussi certains agriculteurs dans des petites fermes qui ont besoin d'avoir suffisamment d'oxygène, de trésorerie pour continuer leur activité. Pour autant, si on parle des céréaliers, vous avez une autre approche du marché. Ah non, mais bien sûr. Et donc à partir de là, c'est pas le même type d'agriculteur, c'est pas les mêmes réponses qu'il faut apporter à la crise actuelle. Oui, mais est-ce que c'est pas tout le problème là que vous êtes en train de souligner ou de pointer du doigt, Thierry Blandinière, c'est que en fait il y a plusieurs agricultures. Il y a les grands céréaliers comme vous, comme Arnaud Rousseau, du reste le président de la FNSEA, et puis donc il y a le reste des exploitations. Il y a 400 000 exploitations agricoles, mais il y en a de toutes les sortes. Donc on voit, ça va être difficile de trouver une gestion de crise, une sortie pour tout le monde qui soit la même. C'est même impossible en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça quand on parle d'une solution un peu cliché comme prix plancher, ça n'a pas de sens. Parce que vous voyez, on parle de plusieurs agriculteurs. Oui. Donc maintenant, il faut regarder filière par filière et apporter des solutions à chaque filière. Chaque filière a sa problématique. Donc il faut faire du sur-mesure, il faut être spécifique, prendre en compte la réalité du terrain. Vous êtes, je le disais, vous êtes agriculteur dans l'industrie agroalimentaire, vous êtes aussi dans la grande distribution. En fait, où sont les meilleures marges? Qui s'en met, où sont les meilleures marges? Alors après, ça dépend comment ça se passe. Non, mais chez vous, par exemple, prenons chez vous. Quand on regarde... Où est-ce que vous gagnez l'argent? Ça dépend des moments. Quand les cours remontent, forcément, les céréales, forcément, les céréaliers gagnent plus d'argent.
Alors, en même temps, ils ont aussi des charges supplémentaires parce que je rappelle que les engrais sont montés, etc. Donc, mais pour autant, ils ont eu plus de trésorerie. Là, on est dans un phénomène où finalement, ceux qui avaient plus de marge, maintenant, vont devoir assumer la baisse des prix, puisqu'on est maintenant sur des cours de céréales qui sont passés en dessous des 200 €. Pour autant, les charges sont toujours plus ou moins là, et donc là, il y a quand même un effet ciseau devant eux qui est considérable si je prends les céréales. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les tarifs ont été passés. Donc première transformation, deuxième transformation, grande distribution, consommateur. Donc c'est arrivé à 15% ou 20% d'augmentation. Donc là, il va y avoir un reflux qui va s'organiser sur 2 ans, progressivement, mais on ne va pas revenir au prix d'avant, parce que vous savez que les salaires ont augmenté, les charges ont augmenté, donc on n'est pas revenu au prix d'avant. Pour autant, il va y avoir certainement une déflation douce qui va s'opérer d'ici la fin de l'année, quoi. Ouais. Et donc en termes de marge, vous ne répondez pas complètement à ma question. Qui est responsable de cette crise, quoi. En fait, c'est ça qu'on cherche. C'est une question de décalage. Quand vous achetez et vous vendez, il y a un moment donné, il y a un décalage. Donc du coup, quand vous vendez à un bon prix, finalement, vous achetez moins cher, donc vous avez plus de marge. Mais après, quand vous rebaissez, vous achetez plus cher. Donc vous êtes toujours dans ce mouvement perpétuel. Nous, on voit bien, des semences jusqu'au retail, comment circule la marge. Donc on a bien vu sur 2 ans comment les choses se sont passées. Et en fait, petit à petit, les marges se sont reconstituées par rapport à un niveau de départ, en fait. Mais on a dû gérer une volatilité considérable des cours aujourd'hui. Est-ce qu'il faut supprimer les centrales européennes qui sont dans le collimateur, notamment de Bruno Le Maire, est-ce qu'il faut les interdire dans la loi Egalim 4 ? Mais moi, je ne vois pas comment, au niveau européen, on peut interdire ces centrales, enfin, d'un point de vue légal, franchement, je ne sais pas. Elles ont toujours existé, ces centrales européennes. Elles ont toujours existé et servent beaucoup à négocier les grandes marques, en fait. Et donc, en fait, pour négocier avec des grandes marques internationales, américaines notamment, elles peuvent apporter quand même un plus dans la négociation pour baisser le prix du Coca-Cola en France, par exemple. Donc il faut aussi voir ça comme un effet positif. C'est pas le petit agriculteur qui va négocier au niveau des centrales européennes, ça n'existe pas. Quel va être, après on parlera d'Invivo, mais quel va être votre apport à cette sortie de crise, Thierry Blandinière ? Encore une fois, comment vous la voyez, sachant qu'on vous présume comme l'homme le plus influent et puissant de l'agriculture française ? Mais nous, ce que l'on souhaite, dans un premier temps, c'est que les normes évoluent, en fait. D'accord. Notamment le Green Deal. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, avec le programme Farm to Fork, qui était un programme qui est toujours un programme de décroissance. C'est-à-dire qu'objectivement, sur le long terme, on baissait notre agriculture dans son potentiel de 20%. Donc c'est énorme quelque part. Et l'étude d'impact a été réalisée par les Américains qui ont dit bonne nouvelle, finalement, on va pouvoir vendre plus en Europe. Ça, c'est plus possible. Il faut changer le Green Deal. Il faut être toujours dans cette logique de transition. Il ne s'agit pas de revenir à l'agriculture d'avant, mais trouver une nouvelle agriculture, produire plus, c'est essentiel, pour donner de l'espérance aux agriculteurs, dire politiquement qu'il faut produire plus, mieux et durable. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Donc, le résultat des courses, on verra dans 3 semaines, paraît-il. Ça va être un peu compliqué, on a le sentiment. Donc, c'est pas pour tout de suite la résolution de cette crise. Invivo, vous rentrez d'Australie, je le disais. Vous avez procédé, c'était en décembre 2023. Grosse opération de plus d'1 milliard en rachetant le Malte, numéro 1 du Malte, United Malt, en Australie. En même temps, c'est un moment où les cours sont un peu compliqués, non, du Malte ? Oui, alors bon, là aussi, la consommation de la bière ralentit un peu, puisqu'avec l'inflation, les grands brasseurs, qui sont nos principaux clients, on recule. Donc on n'a pas la croissance mécanique du moment du rachat, c'est-à-dire il y a 1 an. Pour autant, quand on discute avec nos clients, ils espèrent quand même une relance de l'activité, certainement d'ici juin à septembre, pour retrouver les volumes et repartir sur une croissance forte à l'échelle mondiale. Donc nous, on est ravis de cette opération. Ça nous positionne, je rappelle, numéro 1 mondial. On a une super plateforme maintenant. On se retrouve dans l'ensemble des grands pays pour accompagner nos grands clients. Brasseurs, mais aussi distilleurs. On était en Écosse il n'y a pas si longtemps. On est le premier malteur pour les whiskies écossais, donc c'est quand même très intéressant que ce soit des Français qui voilà. Belle position, belle niche rentable, donc un vrai projet de création de valeur et de valorisation surtout des filières d'orge brassicole qui représentent l'excellence française. Le reste de l'activité sur 2023, est-ce que l'activité céréalière, elle c'est plutôt... Tiens, une question, parce que justement à propos des céréaliers, du cours du céréal et cours du blé, on se pose beaucoup la question sur l'influence russe, qui en fait provoque la baisse des cours. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que c'est une question, un problème pour vous ? Il y a un deuxième marché parallèle qui s'est organisé par Dubaï, qui est déconnecté du prix de Chicago.
Et donc là, donc Poutine utilise le blé russe comme une arme géopolitique, notamment avec les pays africains et les BRICS. Et ça déstabilise le marché. Est-ce que ça vous déstabilise, vous, in vivo? Ça nous pose quelques problèmes, effectivement, puisqu'effectivement, on doit vendre moins cher pour sortir donc le blé français aujourd'hui. Et on le fait à contre-marge, vous voyez, donc c'est aussi là, c'est notre mission, hein, donc on le fait à contre-marge parce qu'il faut sortir le blé français. Après, on se débrouille pour faire des péréquations dans le groupe pour avoir quelque part une rentabilité solide à la fin. Mais on fait l'effort actuellement pour maintenir les volumes et les parts de marché. Donc tout ça, c'est pour subir voilà, le blé russe qui aujourd'hui est très puissant. Hein, je rappelle, 70 millions de tonnes exportées sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et c'est très difficile pour nous. Et notamment l'Algérie, qui était notre principal client, a switché en partie sur du blé russe. Donc on a quand même devant nous des difficultés à surmonter. Oui, donc l'influence russe, c'est un vrai problème quand même. Oui. C'est une arme indirecte, mais une vraie arme de la part du gouvernement. 2023 aura été une année comment pour InVivo? Donc nous, avec des cours un peu chahutés. On sort, alors vous savez, on clôture au 30 juin. Oui, vous êtes donc là, on a sorti des bons résultats. Après, on va voir l'atterrissage au 30 juin. Voilà, mais là, ça fait un premier semestre. Oui, alors le premier semestre, on est plutôt bien. Mais je suis plutôt inquiet par le semestre qui est devant nous, parce que finalement, on a, comme je disais, un effet ciseau qui nous arrive, avec des charges qui ont monté, et puis des cours qui baissent. Donc, il va falloir gérer la déflation. Ce qui n'est pas un moment facile à gérer dans le trading de céréales. Oui. Un endettement quand même trop élevé pour vous, c'est un peu de l'objectif sur 2024. Oui, mais non, avec nos banquiers et nos partenaires financiers, on est alignés, c'est-à-dire qu'on délivre à chaque fois nos résultats, nos covenants financiers. On a financé par la dette, donc c'est normal qu'on soit endetté au maximum possible. Maintenant, il faut délivrer notre plan à 5 ans et on va se désendetter. Oui. Merci beaucoup Thierry Blandinière. Donc bon salon de l'agriculture, hein, parce que là je pense qu'on va vous poser quand même beaucoup de questions. Puis on voit que la sortie de crise, c'est pas pour tout de suite. Le patron d'InVivo est notre invité.